Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre le cours de ces entretiens par vidéo. Euh, mais je voudrais faire une remarque préalable qui n'a pas plus de signification qu'il ne faut lui accorder, mais quand même qui me paraît importante. Les retours que j'ai, notamment par le nombre de visionnages de ces cours, n'est pas très fameux ces derniers temps. Alors je comprends que c'est très compliqué de s'organiser pour suivre cette fin d'année universitaire par ce système de briques et de brocs. J'entends bien aussi que la plus grande incertitude règne sur les modalités du contrôle des connaissances. Et j'entends bien également que le fait que nous ne soyons pas en tête à tête m'autorise à m'étendre très en détail et beaucoup plus en détail de ce que j'aurais fait en cours. Nonobstant cela, c'est ce que Churchill disait de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et pour ce qui me concerne, je ne sais pas comment auront lieu le contrôle des connaissances, mais je suis, en tout cas moi, partisan du fait qu'il y en ait un. Et j'estimerais que tous les aspects que j'aurais abordés dans les vidéos euh, seront partie intégrale du, de ce sur quoi pourrait porter tout ou partie de ce contrôle des connaissances. Voilà, je tenais à le dire, c'est pas une réflexion méchante, c'est juste un appel à jouer le jeu, même si les circonstances sont très difficiles, très pénibles, que chacun en a plus ou moins marre. Dans mon petit niveau, dans ma commune, il y a des aspects, des choses qui sont désagréables. C'est pas toujours facile de mettre en place du ravitaillement en commun, de limiter les déplacements au maximum avec une population âgée et donc fragile. Voilà. Mais on essaye de s'y employer. Et même si j'ai conscience d'être un très grand privilégié, puisque moi je ne suis pas en région parisienne, je suis à la montagne, et je suis dans une région, entre guillemets, relativement peu touchée. Mais bon, voilà, alors, ces remarques préliminaires posées, j'en reviens donc au fil des vidéos et dans l'orientation que j'ai commencé à dégager depuis deux vidéos, centrées davantage que les précédentes sur les enjeux économiques et sociaux, en ce que, rétrospectivement peut-être, il constitue un facteur d'explication de la tourmente de 1968. Et je n'aborderai pas encore cette fois-ci mai 68, ça sera la prochaine fois. Je voudrais revenir quand même un petit peu pour compléter cette analyse des bilans des politiques économiques et sociales, c'est-à-dire de la perception par la société française des résultats de la grande croissance des Trente Glorieuses. La politique du général de Gaulle, telle que je vous l'ai définie, était fondée sur des principes, je veux dire, on les appelle corporatistes, participatifs, caporalistes, paternalistes, mais qui en tout cas se trouvaient résumés par une formule, la politique des revenus. C'est-à-dire que pour que le corps social tienne ensemble, De Gaulle avait parfaitement bien conscience qu'il fallait que les revenus soient pour partie redistribués. D'où le problème, la problématique de la participation. La difficulté, c'est que, outre que la guerre d'Algérie a fait sauter une chape sur la société française et que des conflits sociaux, j'avais évoqué la grève des mineurs par exemple, qui avait été mis entre parenthèses, en stand-by, le temps de résoudre cette tragédie. Ces conflits sont réapparus au grand jour. J'ai parlé aussi
du plan de stabilisation par rapport à un dérapage inflationniste et à une époque où l'inflation est en grande partie le moteur de la croissance. Ce n'est que dans les années 70 que cela changera et qu'on en viendra à des périodes de stagnation économique malgré l'inflation. Forte inflation, la stagflation. Donc, dans ce climat, quid de la perception qu'a la société française de ces 30 glorieuses? Parce que rétrospectivement, on analyse cette période comme une forme de paradis perdu. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis 1966, le nombre de fermetures d'usines, essentiellement dans le textile, dans l'industrie mécanique, dans la métallurgie, dans ces trois secteurs clés, il y a un certain nombre de fermetures d'usines. Il y a la réapparition d'un chômage. Alors certes, aujourd'hui, ça prête à sourire, parce que 470 000 puis 500 000 chômeurs. Mais la société française n'avait jamais connu ça depuis les années 30. 5 millions de personnes, c'est-à-dire quand même 10%, voire plus de la population, sous le seuil de pauvreté. Des catégories entières qui ont le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin. Soit qu'elles le soient objectivement d'ailleurs, soit que ce soit leur perception. Et parfois le fait que ce soit leur perception est tout aussi désastreux et important. 2 millions de personnes qui ont un salaire mensuel aux alentours de 400 francs mensuels, avec un SMIC horaire de 2 francs 20 si je ne m'abuse, alors que le prix de la baguette de pain en région parisienne est de 45 centimes. Voilà où on en est. Voilà où on en est comme bilan à la marge de cette grande croissance et qui nuance donc très fortement le fait qu'il y ait cette redistribution des revenus, que chacun profite de la recherche pour pouvoir tirer qui les patrons, qui les ouvriers, qui les employés, dans le plus grand sens du renforcement de la puissance de l'État. Puisque c'est bien ça, le projet du général de Gaulle. Alors, je vous ai invité également à beaucoup de nuances sur certains aspects, pas d'anachronisme, pas de lecture rétrospective, sur l'habitat, les banlieues, qui sur le moment sont un gigantesque progrès. Mais enfin, il demeure, à la fin des années 60, de gigantesques bidonvilles, notamment en banlieue parisienne, et près de Nanterre, ce qui aura son importance en 1968. Ce bilan, à côté d'une incontestable réussite économique, fondée sur une politique colbertiste, je l'ai déjà assez souligné, se doit d'être socialement nuancé. Mais, malgré tout, ce sentiment de croissance va également entraîner l'apparition de nouveaux partenaires sociaux. Je pense à la révolution dans le syndicalisme qu'est en 1963-1964 la déconfessionnalisation de la vieille CFTC, la vieille Confédération des travailleurs chrétiens, qui avait été fondée en 1919, et qui se déconfessionnalise pour s'orienter beaucoup plus sur le terrain des luttes sociales et d'une forme de lutte sociale pour changer qualitativement les conditions de travail, pas quantitativement. C'est pas une structure syndicale qui va revendiquer systématiquement des augmentations de salaire, des
des conditions matérielles, mais qui veut changer le rapport au salariat par rapport à une véritable révolution qu'on appellera la deuxième gauche par bien des aspects. C'est donc un maelstrom intellectuel, social, qui est la conséquence de cette croissance. Mon propos n'est donc des limites sociales de la répartition de cette croissance, n'est qu'une notation qui vise à quand même approcher une réalité plus objective que le mythe du paradis perdu par lequel aujourd'hui on a un petit peu tendance à s'exprimer. Et cela va rejoindre également, même si c'est minoritaire, un courant intellectuel qui commence à s'interroger sur un véritable bouleversement idéologique postérieur à la décolonisation. Est-ce que la Terre peut nourrir une croissance démographique non maîtrisée? Comment on sort du sous-développement? Si bien que certains experts économiques, ce qu'on va appeler pour l'essentiel le Club de Rome, sous le secrétariat d'un social-démocrate hollandais Siekoman Scholz, va publier, fin des années 60, début des années 70, un rapport dont le titre est une véritable révolution pour une croissance zéro. La grande croissance contient tellement de contradictions internes que on passe à côté de l'essentiel. Et l'enjeu essentiel, c'est comment, par rapport au tiers-monde, aux pays en voie de développement, on les appelle tiers-monde à ce moment-là, comment, par rapport à des dossiers aussi basiques que la faim dans le monde, comment on gère. Et le caractère inégalitaire de la croissance n'est pas la panacée. Donc, toute proportion gardée, c'est aussi une remise en question qui peut jouer dans la période de confinement avec, je dirais, une certaine explosion des cadres intellectuels et de réflexion sur le mode de vie qui était le nôtre il y a quelques semaines à peine. Donc, dans tous les milieux intellectuels, sociaux, ça bouge. C'est pas un long fleuve tranquille, la société française, dans ces années-là. Pourtant, les mutations ne semblent pas en mesure de déboucher sur un mouvement d'une ampleur inédite, et il faudra bien essayer de comprendre le caractère de surprise que ce mouvement va entraîner. Parmi les éléments d'explication, j'ai commencé à évoquer également les mutations des groupes sociaux. J'ai évoqué le cas de la jeunesse, qui accède de plus en plus à l'enseignement supérieur. J'ai évoqué le cas du monde ouvrier, dont les éléments constituants évoluent fortement au profit d'une classe moyenne salariée ayant le même cadre de vie, les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes habitudes vestimentaires, les mêmes loisirs que des techniciens, des employés. La polarisation des classes étant de ce point de vue un petit peu modifiée par une amélioration très sensible quand même de la civilisation matérielle,
à l'exception des ouvriers spécialisés qui sont en grande partie des immigrés. Je voudrais donc maintenant évoquer une autre figure emblématique, au point qu'on lui accorde une place prééminente dans la recherche historique maintenant, qui est le combat des femmes. Incontestablement, la situation de la femme a été impactée par la conjoncture économique et sociale, au point que les luttes des femmes sont peut-être devenues, comme les luttes de la jeunesse, un aspect autonome d'un mouvement social. Alors, je veux juste brièvement, parce que les choses sont connues, revenir sur les caractéristiques originales de ce combat des femmes dans les années 60. Et je vais le faire de façon peut-être un peu à la serpe, c'est-à-dire mettre quand même en valeur les enjeux de la civilisation matérielle. C'est la fameuse publicité Moulinex libère la femme. La condition de la femme, elle change parce qu'il y a de l'électroménager, parce qu'il y a des couches culottes jetables. Elle change par rapport à la machine à laver et par rapport au frigo. Ce n'est pas une critique de la légitimité du combat féminin, c'est simplement un constat que cette grande consommation est un atout qui améliore la condition des femmes dans les sociétés développées dont la France fait partie. Et je suis très frappé, moi, quand je regarde, par exemple, la presse du Parti communiste des années 60, et qui disposait d'un organe spécifique pour les femmes, Antoinette, de la place qui est accordée à la femme dans la littérature communiste. C'est une place tout à fait traditionnelle, à la maison, de chef du foyer. C'est pas une conception révolutionnaire et émancipatrice. Et il n'y a pas loin, par moment, avec des conceptions concurrentielles. Une femme qui travaille n'est-elle pas une menace pour le travail de l'homme? Une femme qui revendique pour des salaires n'est-elle pas une menace pour le salaire de l'homme? C'est quand même une réalité qu'il s'agit d'avoir en lumière. On met également en avant beaucoup d'écrits, de réflexions théoriques, symbolisés évidemment par le livre de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, paru à la fin des années 40, et qui devient au moins intellectuellement un must de ces années-là. On met en avant les carrières de journalistes de Françoise Giroud. Bon. C'est, comme toujours, plus une évolution lente qu'une transformation, je le répète, favorisée par une civilisation matérielle. Donc, des éléments juridiques qui, comme toujours, actent, parce que c'est ça le droit n'est pas quelque chose de neutre par rapport à la société, mais quelque chose qui acte des habitudes sociales et qui marque dans la loi. Bon, c'est vrai que les femmes vont connaître des avancées très, très importantes sur, par exemple, je ne prends que cette mesure-là, on peut en prendre d'autres, la possibilité de disposer d'un compte bancaire autonome. C'est dans les années 60, première moitié des années 60, sans demander l'autorisation de son père ou de son mari. Voilà.
il y a tout cela, il faudrait rajouter les lois sur la contraception, bon, évidemment la loi Neuwirth, du nom du député Lucien Neuwirth, député de Saint-Étienne, député gaulliste, qui fait adopter la loi sur la contraception orale en 1967. Il y aura ensuite les combats pour l'IVG, le fameux procès de Bobigny avec l'avocate Gisèle Halimi, le manifeste des femmes qui se sont fait en toute illégalité avorter, et la loi Veil dans le climat d'hystérie de la part d'un milieu réactionnaire dans les années 75, tout à fait important. En tout cas, il ne faudrait pas en conclure que les années 60 ont été le moment de l'émancipation de la femme que l'on décrit, la mini-jupe, la liberté de comportement. Non. Non. Et il ne faudrait pas en conclure non plus que c'est grâce au travail, parce que la femme a toujours travaillé. Et qu'il faut peut-être ne pas oublier, par exemple, en valeur relative, qu'il y avait plus de femmes qui travaillaient dans la société française au début du XXe siècle que dans les années 60. Simplement, ce n'est pas les mêmes travaux. Pas forcément les mêmes travaux qui sont faits. Voilà, parmi ces bouleversements sociaux, un exemple, au même titre que les mutations de la classe ouvrière. Je vous ai suggéré les écrits de Serge Mallet sur la nouvelle classe ouvrière, au même titre que les mouvements de jeunesse. Je vais y revenir dans quelques instants sur ce dernier aspect. En fait, dans les années 60, et quelqu'un comme Jean-François Sirinelli l'a bien montré dans son livre sur les 60s, ce sont tous les paradigmes, tous les stéréotypes qui éclatent intellectuellement, au nom de deux séries de phénomènes fondamentaux. La première, c'est comme dans l'histoire des femmes, la civilisation, les cadres de la civilisation matérielle qui changent. Le poste à transistor, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais qui conduit inéluctablement à une différenciation socio-culturelle autonomisant la jeunesse. Je m'explique. Avant, il y a le poste de télévision qui commence à rentrer. Je vous le dis, plus de 6 millions de postes de télévision avant la campagne électorale de 1965. Mais avant, le poste de radio, c'était l'élément central qui, dans la cuisine ou dans la salle à manger, structurait la vie de la cellule familiale lors du repas. On écoutait des émissions, des feuilletons, les informations, etc. Avec le poste à transistor, chacun a son petit poste. Ce n'est plus le poste à galène que l'on a dans le salon, mais chacun dans sa chambre a son poste. Et donc, on assiste à une forme d'atomisation de la cellule familiale au profit d'une nouvelle forme de culture et qui va être traduite par le conflit des générations. C'est l'apparition du concept de génération. Alors moi, je suis extrêmement rétif par rapport à ce concept qui ressurgit périodiquement. Mais c'est vrai que pour une génération du baby-boom qui arrive à l'âge de l'adolescence ou des études supérieures dans les années 60, elle provient de parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, qui évidemment ont tous été résistants, la belle blague, enfin bon, ils ont tous été résistants, on ne va pas débattre sur ce point-là,
et qui ont eu souvent un frère aîné ou un cousin qui ont fait la guerre d'Algérie. Cette génération, elle est habituée à une société de consommation, à sa propre musique. Il y a des musts intellectuels, je veux dire, les livres d'Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel, les écrits de Guy Debord, d'autant que, accédant pour une part non négligeable à l'université, même si la proportion est évidemment beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, sans commune mesure, cette jeunesse est aussi celle qui vit de plein fouet un triple bouleversement. Un bouleversement anti-américain. L'image des États-Unis se renverse, on passe de l'image du libérateur à l'image de l'impérialisme. C'est la fameuse photo des GI à Paris en 1944, comparée à ceux qui bombardent le Vietnam. La forteresse volante de la libération qui devient le B-52. Cet anti-impérialisme, cet anti-américanisme est aussi une des conséquences de la décolonisation. Et du fait que, de l'autre côté, le modèle communiste a éclaté en divers modèles alternatifs, depuis la déstalinisation, depuis le 20e congrès du Parti communiste soviétique, depuis le rapport de Nikita Khrouchtchev, donc congrès de 1956. Et certaines expériences sont perçues avec une forme d'intérêt, voire de sympathie, par des pans entiers d'une jeunesse intellectuelle qui cherche à s'engager. C'est le cas le plus typique, c'est le cas du mythe d'Ernesto Che Guevara, après la révolution cubaine. Il y a à côté du cas Guevara, conséquence de la décolonisation, la voie algérienne, avec un choix d'orientation vers un développement industriel lourd. Ça sera toute la thématique du coup d'État contre Ahmed Ben Bella. Il y a, modèle alternatif, la voie yougoslave qu'incarnerait le maréchal Tito et la Yougoslavie par une forme de socialisme autogestionnaire. Il y a évidemment la voie chinoise, avec un enthousiasme débordant pour la révolution culturelle, qui aujourd'hui peut apparaître complètement incompréhensible. Cette contestation liée à l'apparition de ce que Gilles Martinet appellera les cinq communismes est tout à fait fondamentale pour comprendre comment le cadre intellectuel qui avait été celui depuis la Seconde Guerre mondiale va exploser. L'élément déclenchant, et je vais encore terminer par là pour aujourd'hui, c'est la crise de l'Union des étudiants communistes qui formait une forme de, enfin qui représentait une forme de creuset dans lequel des intellectuels s'engageaient ou devenaient compagnons du route du Parti communiste dans le contexte géopolitique où le Parti communiste était le premier parti de France à ce moment-là. D'abord, quelle boussole?
Parce que quand il y a le communisme soviétique, c'est simple, et j'ai suffisamment ironisé, reprenant à mon compte la formule le Parti communiste n'est pas à gauche, il est à l'est, dans le contexte de la culture politique de guerre froide. Là, quand vous avez une boussole qui va vers l'Algérie, qui va vers la Chine, qui va vers Cuba, bon, ça devient beaucoup plus difficile. Pardon, ça devient beaucoup plus difficile de se diriger. Mais en 1963, 64, 65, l'Union des étudiants communistes va se séparer progressivement de la direction du Parti communiste, le point de crispation ultime étant le refus de la direction de l'Union des étudiants communistes de soutenir la candidature de François Mitterrand. Je vous en ai dit un mot. Si bien que le Parti communiste va se trouver dans les faits et dans des combats très importants et qui mobilisent une jeunesse européenne et américaine contre la guerre du Vietnam, par exemple. Une grande partie de la jeunesse va se trouver en train de tourner sur la gauche le Parti communiste et en contester radicalement l'influence. Donc, ce maelstrom intellectuel que certains auteurs, je dirais un peu légers, je pense aux ouvrages de Hamon ou de Rothman, ont appelé génération, n'est-ce pas? Hamon, le journaliste, hein, pas l'autre qui a également appelé un truc génération, mais qui n'est pas, de mon point de vue, quelque chose de brillantissime. Mais ça, c'est un autre problème. C'est donc cette évolution-là, issue d'une redistribution très inégale des fruits de la croissance des Trente Glorieuses, c'est cette complexité de la société que je tenais à vous faire toucher du doigt, comme avant que nous abordions la prochaine fois l'analyse des événements de 1968 qui serviront d'introduction à la dernière partie de ce cours. Bonne journée.